messieurs, bonjour. Donc, Marbinbot, c'est une société qui a été incubée depuis 2 ans en Bretagne, à Brest, chez Télécom Bretagne. Et nous sommes ici afin de vous présenter un outil qui, nous pensons, pourrait bouleverser un petit peu tout ce qui est traitement de l'information, donc notamment tout ce qui concerne les données non structurées. Donc il a été conçu afin d'exploiter ce type de données non structurées, donc notamment des textes, quelle qu'en soit la volumétrie, et surtout en temps réel, enfin en temps aussi réel que possible. Aujourd'hui, les données structurées sont des données qui sont taguées, soit manuellement pour des données non structurées, soit dans des colonnes de base de données. Ici, il s'agit d'un système qui va permettre de taguer ces données par contexte. On verra un petit peu plus tard quelle est cette notion de contexte, mais ça correspond à peu près à la notion de contexte intuitive que nous avons, nous, en tant qu'humains. Donc il s'agit bien d'une technologie de type IA, de type intelligence artificielle. On l'a dénommée ici intelligence quantique. Pourquoi? Parce que les technologies d'intelligence artificielle aujourd'hui sont essentiellement basées soit sur des approches plutôt linguistiques, soit sur des approches statistiques, peu importe l'implémentation, qu'elle soit formelle ou sous forme de réseau de neurones. Ici, c'est un système qui est complètement inspiré en fait de la physique, et de la physique quantique notamment. Donc c'est une approche qui est totalement différente des approches classiques d'aujourd'hui, donc essentiellement statistique formelle. Et c'est également un outil qui a été conçu pour pouvoir s'intégrer dans les architectures existantes afin de leur offrir des possibilités supplémentaires de calcul de type contextuel et non plus des approches de mots-clés ou des systèmes de statistiques. Alors, c'est vrai que le terme quantique a tendance à faire un petit peu peur. En réalité, c'est juste une branche comme une autre de la physique. Et d'ores et déjà, les technologies quantiques ont amené des gros progrès dans l'industrie, notamment réduction de taille de disque dur et augmentation des capacités de disque dur. Donc là, c'est par exemple tout ce qui est effet de magnétorésistance géante, qui a été développé et mis en évidence à l'université de Grenoble, mais également d'augmenter la portée d'antenne GPS, également là, tout ce qui est mécanique quantique est utilisé pour augmenter les densités de gravage de chips. On a également, je n'ai pas mentionné ici, les nouvelles générations de RAM magnéto-optiques, magnétique, la spintronique, qui est un pur effet quantique. Donc ici, nous avons appliqué effectivement un raisonnement qui est vraiment d'origine physique et non pas de traitement de l'information classique. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, notamment quand on prend le cas du traitement du texte, essayer d'analyser du texte, d'extraire de l'information d'un texte, de la qualifier, de la quantifier. Aujourd'hui, les grandes technologies sont, telles qu'elles sont décrites ici, sont des techniques qui sont essentiellement de type statistique, qu'elles soient implémentées sous forme de réseaux de neurones ou de vecteurs machines. Ce sont des implémentations commodes de processus statistiques et qui sont généralement aujourd'hui beaucoup basées sur les analyses de Markov ou des réseaux bayésiens. L'inconvénient de ce type d'approche statistique, c'est qu'il faut un échantillon de base sur un corpus quelconque afin d'en déterminer les caractéristiques. Et si ce corpus évolue beaucoup, le problème, c'est que la statistique n'est plus stable, elle diverge, et il faut refaire une statistique globale. C'est un grand classique qui consomme énormément de puissance CPU. Donc, sur un système de type contextuel, comme la marque, on appelle la marque donc mémoire associative par renforcement de contexte, le procédé est totalement différent. On peut faire une analogie avec ce qui se passe avec les systèmes organiques. C'est-à-dire que c'est un réseau cellulaire
En réalité, c'est un système de particules un peu particulière, une simulation de système de particules en interaction, qui va évoluer à partir de rien, en fait, d'une particule ou d'une cellule initiale. Et en fonction du signal qui lui est injecté, il va changer sa structure, il va s'auto-organiser, et il va finir par mimer la forme du système complexe dont est issu le signal. Par exemple, du langage, où on injecte du texte sous forme de signal, les codes ASCII, les uns à la suite des autres, tout simplement. Dans ce type d'apprentissage, à l'instar des systèmes organiques, qu'est-ce qui se passe ? Tout stimulus, toute nouvelle information qui est entrée dans le système est aussitôt répercutée dans sa globalité. Il n'y a pas de réévaluation globale à faire. C'est un gros avantage par rapport à des systèmes plus statistiques. Donc, n changements, en fait, on a toujours le même calcul, toujours le même type de comportement au niveau des cellules élémentaires qui font que l'information se diffuse à l'intérieur des structures de la mémoire. Donc, le système s'initialise avec une seule cellule, qui possède effectivement une structure relativement classique, donc une adresse mémoire dynamique, puisque là, on fait une simulation de système de particules sur une machine standard. Il y a un comportement logiciel complètement unique et qui est totalement indépendant du signal qu'on va pouvoir introduire, qui n'a strictement aucun présupposé sur la nature du signal qui est entré. Et ensuite, un système de lien dynamique, c'est-à-dire qu'on comptabilise les connexions, ou pour être plus précis, les interactions entre les différentes cellules ou particules qui vont être créées au fur et à mesure de l'entrée du signal dans la mémoire associative. Et cette cellule va s'auto-reproduire. Et elle va créer elle-même, elle va se transformer en un système complexe au sens physique, c'est-à-dire un système de n entités, n étant un très grand nombre, qui sont en interaction, quel que soit le type d'interaction. Il en résulte des propriétés assez intéressantes, c'est que c'est un système qui fait de l'auto-apprentissage et surtout de manière totalement non supervisée. Ça, c'est un point important, dans la mesure où il n'y a strictement rien à faire, on injecte le signal, donc en l'occurrence pour ces versions-là du signal texte, et la mémoire associative se débrouille seule à fabriquer ces structures à partir du signal entré. Il en résulte des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que à partir de liens purement locaux que l'on peut avoir, par exemple dans un signal texte, que va-t-il se passer ? On va avoir création de structures de plus en plus abstraites à l'intérieur de la mémoire. Au départ, des structures qui vont ressembler à des mots, on le verra un petit peu plus tard, à des phrases, enfin ce genre de choses. Donc des choses qui ressemblent au signal. Et par la suite, il va y avoir un système d'abstraction. On va avoir des notions de contexte. On verra que cette notion de contexte correspond tout à fait, quand on injecte du texte, à la notion intuitive que nous-mêmes avons d'un contexte textuel. Comment se passe le processus ? C'est un processus qui est toujours extrêmement élémentaire. Au tout départ, là, c'est le texte ASCII. Les codes ASCII sont envoyés en tant que signal. Il n'y a absolument aucune présupposition, encore une fois, sur la nature du signal en entrée. On ne sait pas que c'est des lettres, on ne sait pas que c'est du texte, on ne sait pas, etc. Ce sont simplement la succession des codes ASCII. Tous les caractères, dans le cas du texte, sont éventuellement significatifs, sont pris en compte. Donc au départ, il y a simplement la première phase, c'est l'apprentissage et la détection des différentes formes élémentaires du signal. Bon, là, en l'occurrence, les caractères, et un mapping qui se fait au niveau des particules ou des cellules internes. Par la suite, les interactions dans le signal entrant, également en interne, vont commencer à créer des agrégats qui peuvent justement avoir un contexte entre eux, des relations entre eux.
Ceux qui ne sont pas en contexte sont purement et simplement éliminés. Ne reste que l'information qui peut appartenir à des contextes. Et petit à petit, par rapport au signal entrant, on va avoir création de formes qui convergent tout à fait vers la notion que nous avons nous-mêmes de mots ou d'agrégat de mots ou de locution. L'autre avantage, c'est que une locution ou un groupe quelconque de signal qui est jugé comme significatif, c'est-à-dire appartenant à un contexte quelconque, c'est son encombrement. C'est-à-dire qu'une locution, par exemple, comme celle-ci, aimer la vie, devient quelque chose d'entièrement autonome. C'est plus réellement la vie, c'est plus réellement aimer, ça vit sa vie, entre guillemets, en tant qu'unité d'information, et ça ne prend pas en mémoire, ou dans les structures de la mémoire associative, ça ne prend pas plus de place que l'une des cellules de base qui code un caractère élémentaire du signal entrant. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On étudiait, par exemple, un cerveau organique, on essayait d'étudier son fonctionnement, et on essayait de reproduire des tendances, de mesurer des tendances et de reproduire statistiquement son fonctionnement, là, dans le cas du texte notamment. Avec des systèmes comme Lamarck, ce sont les données elles-mêmes qui auto-organisent le système contextuellement. Ça ressemble étrangement, pour autant qu'on puisse en juger sur les dernières recherches qui ont eu lieu sur le fonctionnement de la mémoire sémantique chez les humains, ça ressemble beaucoup fonctionnellement, s'entend, au processus que nous utilisons nous-mêmes. Alors, à quoi ça peut servir? Faire de la connaissance, apprendre des mots, apprendre des contextes, des relations, etc., ça paraît un petit peu abstrait. Mais en fin de compte, quand on a des grandes bases de données, notamment le problème des big data, comme le disait tout à l'heure précisément l'orateur précédent, c'est bien beau de stocker les données. On peut stocker énormément de données, donc là, il n'y a pas de problème, ça on sait le faire aujourd'hui. Le problème maintenant, c'est d'y accéder et surtout de les analyser. Aujourd'hui, pour les analyser, bon, typiquement, des cabinets comme IDC ou autres estiment que environ 3-4% des données non structurées, encore une fois, sont aujourd'hui utilisées. Les autres ne sont tout simplement pas vraiment accessibles. L'avantage de travailler avec des mémoires associatives, c'est qu'on pourra utiliser les structures de cette mémoire, les connaissances qui ont été établies automatiquement par cette mémoire, pour travailler non plus par des approches de type mots-clés, grand exemple classique, mais par des approches de type contextuel. On va s'attacher aux contextes qui sont contenus dans un document, ça peut être des contextes de forme, président de la République, qui est une forme autonome, mais ça peut être des choses beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'un contexte peut très bien être, on le verra un petit peu plus tard, mais orange dans le cas de l'arbre fruitier. Là, on a un contexte précis. Et de cette manière-là, on peut accéder de manière beaucoup plus conséquente et de manière beaucoup plus rapide à des grandes masses de documents non structurés. Donc là, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Le principe de base n'est absolument pas, encore une fois, une tentative de modélisation d'un cerveau organique ou autre. Les principes de base sont vraiment issus de la physique à très très bas niveau. Mais on s'aperçoit sur les dernières recherches en cours sur le fonctionnement du cerveau humain qu'on a des structures contextuelles qui ressemblent étrangement à celles qui peuvent être obtenues via un système d'origine quantique comme le nôtre dans le cerveau humain. C'est-à-dire que c'est la redondance des liaisons et surtout leurs interrelations entre les différents neurones qui représentent des contextes de données ordonnés, ce qui est exactement le même principe de fonctionnement de Lamarck. Ce n'est pas le même hardware, bien sûr, ce n'est pas les mêmes contraintes, mais le principe sous-jacent a l'air d'être relativement universel. Alors, on parle beaucoup de contexte, et ça paraît un peu trivial pour nous, puisque c'est quelque chose que nous résolvons
de manière évidente à tout instant en des temps records, mais un mot, si on prend l'exemple d'un mot, qui est déjà une chose, une information d'assez haute précision, puisqu'on a déjà segmenté le signal pour arriver à la notion de mot, etc. Mais un mot tout seul ne signifie pas grand-chose. Regardez quelque chose comme orange. Orange, bah vous voyez, il y a plein d'exemples possibles. Quand vous parlez d'orange, il va falloir rajouter d'autres termes, rajouter du contexte pour savoir de quelle orange vous voulez parler. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Donc, une des solutions que l'on a dans la langue, c'est de fabriquer des contextes qui sont des agrégats. Ce sont des contextes on va dire, de niveau 1, qui paraissent évidents, qui sont présents dans le signal. Encore faut-il être capable de les détecter et de les retenir, de ne retenir que ceux qui sont valides. Si on fait toute la combinatoire de tous les mots qui peuvent apparaître les uns à côté des autres, on arrive à des quantités astronomiques. Et on n'a pas de solution pour résoudre ce type d'explosion combinatoire. Ici, ce que font les mémoires associatives par renforcement de contexte, c'est que dans un premier type de contexte, qui sont des contextes de forme, on a déjà une résolution contextuelle possible. On a déjà donc deux termes qui se transforment en une seule nouvelle unité complètement autonome. Au-delà de ça, cette notion de contexte se généralise sur des contextes de type associatif. C'est-à-dire qu'ici, chacun des termes qui ont été éventuellement passés en locution se retrouve localement liés ou en interaction avec d'autres termes, d'autres particules, d'autres cellules dans le système. La différence avec un système qui va faire que des liens locaux, c'est que quand une nouvelle forme a été détectée, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, soit elle arrive à se greffer dans un contexte, soit elle disparaît purement et simplement. Donc typiquement, une nouvelle forme, on a pris l'exemple de bigaradier parce que typiquement c'est quelque chose que nous ne connaissions pas, mais à l'apprentissage de nos termes comme bigaradier, on s'aperçoit qu'ils se retrouvent complètement en relation avec d'autres termes qui sont autour de orange amer et fruit, donc dans un contexte de l'orange, le fruit. Et c'est la même chose à tous les niveaux des entrées de signal. Alors, comme il n'y a absolument aucune présupposition sur la nature du signal entrant, et sur sa forme, sa structure, un des gros avantages de ce type de mémoire à renforcement de contexte, c'est qu'elle est totalement indépendante du langage qui a été utilisé. Donc, que vous rentriez de l'anglais, du français, de l'espagnol, de l'italien, vous obtiendrez toujours un résultat similaire, à savoir des formes qui sont humainement interprétables, mots, agrégats de mots, et des contextes, cette fois-ci plus associatifs, qui eux-mêmes sont humainement interprétables. Et tout ça se fait absolument sans aucune intervention humaine et sans aucun présupposé sur les données qui ont été rentrées. À partir de ce traitement contextuel, c'est une des propriétés un petit peu émergentes de ce genre de système, on a des gains de performance, ce qui n'était pas forcément le but recherché initialement. Mais d'une part, l'information est très très faiblement dupliquée, voire pas du tout au sein d'un tel système. Donc, on manipule au final beaucoup moins d'informations. Si on doit parler d'orange et qu'on a précisé un contexte, on va prendre la famille d'Orange Nassau, et on ne va pas se préoccuper aussi de traiter des documents dans lesquels ça peut être le fruit, ça peut être l'agent orange, ça peut être plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on restreint directement l'arbre de décision et on va beaucoup plus vite. Des tests de métrique ont été faits à Bretagne Télécom sur des corpus imposés, en l'occurrence c'est Wikipédia français, anglais, donc 1,5 million, 4 millions d'articles. Et on mesure, dans un cadre d'application classique de search, et on s'est aperçu, enfin les mesures ont démontré qu'on avait des gains en temps d'accès aux données qui étaient de l'ordre de 10 fois plus faibles que des systèmes classiques à mots-clés, de type Lucene ou
ou de type Google ou autre en version intranet. Voilà ce type de métrique. Par ailleurs, dans la mesure, alors c'est plus difficile à évaluer, parce que c'est une évaluation de type humaine, en termes de pertinence, à partir du moment où on a fait un traitement contextuel, et on fait effectivement à condition qu'il corresponde bien à la contextualisation que nous-mêmes, humains, aurions fait, les données ont plus de pertinence, au sens traditionnel du terme. Alors, l'autre avantage de tout ça, c'est que à terme, ce genre de technologie, ce genre de mémoire sera moins consommatrice d'énergie, grâce effectivement à ce gain d'un ordre de facteur 10 en mode de simulation logicielle. Notre but à terme, c'est d'arriver à fabriquer une version matérielle, c'est-à-dire un chipset qui sera à très bas niveau, qui se situera en termes de informatique à peu près au même niveau qu'un processeur, qu'une RAM, qu'un GPU. Donc quelque chose un composant de très très bas niveau. Ici, aujourd'hui, nous faisons des simulations logicielles de ce système de particules. Avec une implémentation matérielle, on en gagnerait encore environ un ordre de grandeur. En pratique, la marque, nous avons terminé, nous, toute la partie modélisation théorique, toute la théorie sous-jacente en début d'année. Et nous sommes actuellement en train de faire de la finition de première version industrielle et commercialisable sous forme logicielle, de serveur logiciel, avec une API qui permettra d'équiper, d'interfacer ces mémoires associatives avec des architectures préexistantes, afin d'essayer de profiter de toutes ces capacités de traitement contextuel supplémentaires. Donc, notamment, par exemple, pour traiter de grosses masses de données de type big data, si on n'a pas de solution alternative ou si elles sont trop coûteuses en temps de traitement statistique. Donc, pour la problématique purement du big data, encore une fois, c'est un des applicatifs possibles. Aujourd'hui, le gros problème du big data, c'est que les informations sont insuffisamment taguées, soit automatiquement, soit via des ontologies. Et les systèmes statistiques exigent énormément de puissance de calcul et de recalcul des données pour garder une certaine stabilité, une certaine cohérence, une certaine pertinence. Donc, cette capacité d'auto-apprentissage permet le tagage absolument automatique. Il n'y a absolument aucune notion de statistique. Et chaque insertion, chaque nouvelle insertion de données est toujours en contexte et ne nécessite absolument aucun traitement supplémentaire. Tout le système est incrémental. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement avec des laboratoires qui veulent intégrer notre API, voire éventuellement améliorer la partie API. Pour l'instant, nous travaillons avec l'INRIA dans le cadre d'un projet qui s'appelle Coming Web, Coming Next, qui a fait une première évaluation et qui a décidé, dans une seconde phase, d'utiliser au maximum les marques au sein de ce grand projet, compte tenu des résultats de la première phase qui vient juste de se terminer. Nous cherchons également des sociétés partenaires pour faire des applicatifs. Notre système étant un système très bas niveau, ce n'est pas un applicatif en tant que tel, c'est un système de développement qui va permettre d'utiliser ce type de mémoire associative. Et puis, évidemment, des partenaires à terme, dans les 3-4 ans, pour éventuellement industrialiser un premier processeur de contexte matériel. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette présentation rapide. Je peux vous montrer quelques petites choses pratiques et puis ensuite on pourra répondre à vos questions si vous avez des questions. Alors, que peut-on faire, par exemple, avec une marque? Quelles sont ses capacités? Alors,
un exemple rapide, c'est sur un de nos sites, justement, nous avons conçu des moteurs de recherche basés sur le contenu Wikipédia, par exemple français et anglais, et qui ont permis de faire ces fameuses métriques par Bretagne Télécom, et surtout de montrer quelques exemples de fonctions extrêmement simples du point de vue de la mémoire associative, mais qui sont intéressantes dans la mesure où ce sont des fonctions contextuelles. Si je prends quelque chose comme Orange, on revient sur le fameux Orange, donc ici on a un accès par mots-clés, c'est absolument standard, mais on a une petite fonction ici qui est en fait une recherche par similarité de contexte. Quand on active cette fonction, qu'est-ce qui se passe? On demande à la marque une analyse contextuelle du contenu de cet article, d'en déterminer les 2-3 principaux contextes actifs et de faire une recherche sur ces contextes et non plus sur les mots-clés. Donc si je vais sur quelque chose comme l'agent Orange, ici j'ai une prévisualisation du résultat, on voit que ici c'est bien le contexte de ce fameux agent Orange qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui a été discriminé. On ne travaille plus en termes de mots-clés. L'autre avantage, c'est que vous voyez qu'une requête contextuelle, en termes de temps CPU, est tout à fait comparable à une requête classique de type mots-clés. Donc ce qui peut permettre de faire des navigations avec des interfaces plus ou moins sophistiquées, plus ou moins explicites en termes de contexte, de faire des navigations non plus par mots-clés, mais en utilisant carrément l'intégralité du contenu contextuel d'un article. Ça permet une bien meilleure discrimination, une bien meilleure approche et exploration du contenu global des données. Ça a quelques effets intéressants. Si on prend un petit peu notre mentor, je ne sais pas si vous connaissez, mais notre académicien des sciences distingué de Bretagne Télécom, Claude Béroux, qui est l'inventeur des turbocodes. Bien, si je demande une requête de similarité sur le contenu de l'article sur Claude Béroux, je vais avoir un contexte de traitement du signal. Tout ça, c'est mes médailles Hamming, etc. On voit ici Alain Glavieux qui était le co-découvreur de ces fameux turbocodes. Et donc, si je choisis ce résultat, quand je regarde l'article sur Alain Glavieux, curieusement, mais dans Wikipédia, il n'y a absolument aucune mention de Claude Béroux. Donc vous voyez bien, ce n'est pas une approche du tout de type mots-clés. Les termes qui ont été activés ici, ce sont très probablement la médaille Richard Hamming, mais tout le contexte de traitement du signal. Ça permet également de résoudre pas mal de problèmes d'ambiguïté dans les textes. Si on a des requêtes un peu ambiguës de ce type-là, qu'elles soient aussi ambiguës en français d'ailleurs qu'en anglais, vous voyez que des choses comme ça, page, plan, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. On a des articles qui contiennent les deux termes en intersection, comme d'habitude. Mais quand je choisis ces articles-là, par exemple ici, je suis bien dans un contexte, ici, pour ceux qui connaissent, de Led Zeppelin. Si je vais ailleurs, vous voyez ici, je suis dans le contexte, pour ceux qui connaissent ou qui apprécient, je suis dans le contexte du vin, etc., etc. Tout ça parce qu'il y a eu une analyse, temps réel du contenu de l'article au moment de la requête. Dernière petite chose que je peux vous montrer, c'est on va pouvoir, c'est encore le mieux le côté pratique des choses, c'est lancer carrément en partant de zéro une séance de lecture, entre guillemets, pour une marque. Donc là, j'instancie un des serveurs avec une marque et je vais lui faire lire des textes de Wikipédia et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se passer localement au niveau de certains termes dans la mémoire associative. Donc ça permettra de voir que le système fonctionne
sans aucune intervention humaine. Ici, une marque a été instanciée. Vous voyez que ici, qui 0, celle 1, on a donc notre cellule d'origine, donc notre particule d'origine. Il y a une table de données qui contient des articles de Wikipédia, 1 200 000 articles à peu près. Et là, je vais lancer une requête via l'API pour soumettre un certain nombre de ces articles à la marque automatiquement, et on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Pour ce faire, on va utiliser un petit client graphique qui nous donnera une idée. Donc, par exemple, ici, si je prends n'importe quel élément de signal, par exemple machine ou autre, à cet instant, vous voyez, je n'ai aucune connexion puisque j'ai rien dedans. Et là, je vais commencer à lancer un apprentissage via l'API, toujours pareil, via une fonction de l'API. Donc vous voyez ici, il y a des évolutions, les nombres d'articles qui passent, l'évolution du nombre de collections, du nombre de particules, du nombre de cellules. Et là, maintenant, je peux aller commencer à regarder ce qui se passe au niveau de la mémoire associative. Donc ici, ça veut dire que déjà, d'ores et déjà, la notion de segmentation du signal a déjà été résolue. On a déjà la notion de mots qui commence à apparaître. Donc ça, ce sont toutes les choses qui peuvent être en interaction avec le terme machine. Si je continue, les choses ont évolué depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, on a déjà la notion de locution qui est apparue. Homme-machine, langage-machine. Une chose qui est importante aussi, c'est que dans cette approche de type signal, il n'y a absolument aucune notion de stop list. C'est-à-dire que tous les termes, tous les éléments du signal sont systématiquement pris en compte. C'est-à-dire que quand vous avez président de la République, c'est bien président de la République. On n'est pas obligé de faire des listes d'exclusion de certains mots, de le, là, etc., qui en fait sont capitaux pour la structuration du langage et l'analyse contextuelle, puisqu'ils servent justement, entre autres, de segmenteurs pour la notion plus évoluée de contexte, comme l'espace pourrait l'être, ou l'espace ou d'autres caractères, pourraient l'être au niveau purement caractère. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte automatiquement et sont capitaux. C'est effectivement pas un hasard si nous les utilisons. Donc on peut changer... Vous voyez, les choses évoluent d'elles-mêmes. Et là, on a une vue locale, purement locale. On a une vue purement locale de tout ce qui peut être en interaction avec cet élément, ce fragment de signal machine. Et on peut, comme ça, se promener dans l'ensemble du réseau des interactions qui ont été constituées automatiquement par la marque. C'est une vision qui est purement locale, dans la mesure où on ne voit pas à ce niveau-là l'apparition des contextes, puisque cette vue-là ne permet pas de la voir. Mais toute l'organisation, j'allais dire horizontale, de ces connexions forme justement ces fameux contextes. Voilà, donc si vous avez des questions... Vous avez expliqué qu'il y avait les contextes qui apparaissaient, qu'il y avait les comparaisons qui étaient faites entre plusieurs langues et qu'on arrivait à peu près au même contexte. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez pu faire émerger des contextes inattendus que implicitement, nous, humains, on utiliserait et que finalement, vous avez découvert avec votre système? Oui, alors quels très souvent, c'est une question personnelle. C'est-à-dire que très souvent, avec ce genre de système, on a, nous, sur un terme ou sur un contexte donné, on peut avoir une certaine idée, et on peut avoir, par surprise, apparaître des choses qu'on ne connaissait pas. On parlait tout à l'heure du bigaradier. Le bigaradier, je ne connaissais pas. Et là, j'ai vu instantanément qu'en fait, bah oui, il appartenait donc au contexte de l'orange et du fruit. Mais on peut découvrir effectivement de très nombreux contextes auxquels soit on ne s'attendait pas, soit on se dit « Ah oui, j'y avais pas pensé ». Vous avez des exemples majeurs de contextes de high level Là, à froid, il y en a des millions. Mais effectivement, oui, il y en a. Oui.
D'un point de vue algorithmie, j'ai énormément de mal à saisir la différence entre ça et soit un radix tree simple, parce que j'ai l'impression qu'on est que sur du contexte NLP, donc soit un radix tree assez simple, soit un tiger n-gram lié par des graphes, quoi. Enfin, j'arrive pas à saisir la différence. Qu'est-ce qui est quantique là-dedans? Alors, l'une des différences, c'est que le système est totalement indépendant du signal. La version que vous voyez là est spécialisée dans du signal de type texte, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse de segmentation de 8 bits en entrée. Donc, elle n'est pas universelle, binaire. Mais les mémoires associatives sont essentiellement binaires, c'est-à-dire que ça marchera pour tout type, ça marche pour tout type de signal. C'est un système complexe, un peu, il faut le voir comme un système complexe caméléon, qui va se transformer petit à petit dans la même structure que le système complexe dont les données en entrée ont été soumises. J'ai une question un peu moins... Ici ? Oui, question un peu moins pointue que mon collègue là, mais qui concerne les entrées-sorties. Vous avez expliqué un peu l'entrée qui se fait par une cellule. Oui. Ma question, c'est tout le signal est toujours soumis via cette cellule et ensuite le réseau se crée derrière, ou est-ce qu'ensuite on a une interface d'entrée plus large? Et puis en sortie, finalement, comment on va requêter le système en fait? Quel est le point d'entrée pour requêter le système? Oui, alors ça c'est le rôle effectivement de l'API. Alors autant l'entrée, j'allais dire, du signal est relativement passive et triviale, il suffit de fournir l'information au système. L'exploitation de cette information va vraiment dépendre de l'applicatif que vous désirez faire. Et là, on a une API de bas niveau qui représentera probablement le jeu d'instructions du futur processeur, mais également nous sommes en train de finir avec l'INRIA justement une API plus simple, de plus haut niveau de manipulation des contextes. Il faut voir ça un peu comme un compilateur C. On fournit une API qui va permettre d'interagir avec les structures internes, avec les contextes en fait, de la mémoire associative. Et à partir de ce moment-là, il va falloir imaginer les applications à écrire par-dessus. La soumission du signal, c'est via une simple fonction d'API, c'est totalement transparent. Et en fait, le signal, entre guillemets, se répand en interne dans la structure de la mémoire associative, au fur et à mesure qu'elle se construit. Voilà, c'est la cellule initiale qui va faire le dispatcher initial, et elle n'a plus aucun rôle que ça. D'ailleurs, on va dire c'est le super segmenteur par défaut de ce signal. Désolé, j'en ai. Moi, je voudrais savoir quelle était la robustesse de l'apprentissage par rapport à des informations fausses, dans la mesure où on injecte du texte et peut-être quelque chose de faux, par rapport à ça, ou à des biais culturels qui transiteraient par le langage implicitement. Alors, si ces biais culturels finissent par former des contextes, eh bien, ils formeront des contextes complètement à part. Si maintenant on rentrait par exemple du langage SMS, on verrait qu'on aurait création de sortes de bulles de contexte qui vont contenir du langage SMS. Donc pour ceux que le langage SMS intéresse, eh bien, ils pourront y accéder. Mais tant que c'est contextuel, il va la mémoriser. En revanche, si vous essayez de lui mentir, entre guillemets, donc de faire vraiment du faux texte, etc., sur un système en début d'apprentissage qui n'a pas de couche contextuelle très élevée, il va les mémoriser, jusqu'à ce que ces contextes-là qui rentrent en compétition avec d'autres contextes soient stabilisés et renforcés, soit détruits et éliminés. L'un des secrets de ce genre, l'une des caractéristiques intéressantes de ce genre de système, c'est que c'est un système qui oublie, et l'oubli est absolument indispensable. C'est l'outil, entre guillemets, si j'osais dire, qui sculpte la connaissance, en fait. D'accord. Il faut les concevoir. On les a pas. Nous, on conçoit. Pour l'instant, on en est à la couche vraiment basse, bas niveau. Et on fournit des serveurs et l'API pour interagir avec le serveur. Maintenant, il va falloir fabriquer des applications. Alors, une des plus évidentes, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, un moteur de recherche tout simple, tout basique. Mais pourquoi pas, puisque une résolution contextuelle va faciliter grandement les problèmes de résolution d'ambiguïté en cas de traduction. Ça pourrait être utile.
Alors ça, ce seront les versions futures. Il sera intéressant de voir quels seront les résultats sur des images. On n'a pas fait de tests sur les images, on a fait des tests sur de l'ADN, par exemple, ou ce genre de choses. Mais là, il faudra attendre qu'on ait terminé les versions pure signal, pure binaire. Donc ça, c'est sur les simulations logicielles, il faut encore attendre encore au moins 18 mois. Et pour le matériel, si on arrive au chipset, le chipset, c'est prévu pour le processeur, c'est prévu pour dans 3-4 ans. Il y a quand même encore pas mal de travail de ce niveau-là. Encore une fois, le travail de modélisation théorique, on l'a fini en janvier. On a posé les brevets que très récemment, il y a environ un mois.